On va enchaîner sur le rôle des médias dans nos économies. Avant ça, j'ai une petite question pour vous. On va sur le A slide, le code qui s'affiche derrière moi. Et je vais vous poser une question. On peut réafficher le QR code peut-être? C'était rapide. Non. Si. Ok, il est là. Êtes-vous personnellement un abonné actif à un ou plusieurs médias? Oui. J'ai arrêté il y a quelques années. Non, ou j'achète des numéros uniques. Quand on dit abonné actif, c'est évidemment est-ce que vous payez un média? C'est parti. Bon, eh bien, le résultat est clair. On peut dire qu'un tiers d'entre vous est abonné actif à un média ou plusieurs. Et ça tombe bien, on va se poser la question du rôle économique, du modèle économique des médias. On va se poser la question de la préservation d'un journalisme économique contemporain et engagé. Et pour en parler, rediriger nos économies, le rôle des médias, j'accueille tout de suite sur scène Caroline Néron, qui est la directrice générale du mouvement Impact France, on peut l'applaudir bien fort, et Louis Dreyfus, qui est le président du directoire du média Le Monde, qui nous fait l'honneur d'être présent avec nous aujourd'hui. Caroline, la parole est à toi. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour et merci d'être là. Pour parler de cette question, la place des médias pour rediriger nos économies, on sait qu'aujourd'hui, la question du changement des représentations, du changement de vision des choses est très importante sur comment on positionne justement les entreprises pour faire autrement, comment on les accompagne à le faire et comment on leur montre que c'est possible de faire. Cette évolution des imaginaires, elle est ancrée évidemment dans le rôle des médias. Et donc, on a voulu poser cette question de comment rediriger, finalement, peut s'intégrer et peut être intégré par des médias. Et un média traditionnel, on va dire, historique, tel que Le Monde, rediriger aujourd'hui et donc inventer l'économie et le monde de demain, comment ça peut être appréhendé dans une vieille dame, une belle institution qui, en même temps, fait autorité et du coup peut permettre de faire évoluer la pensée des décideurs. Alors, Louis, diriger une entreprise comme Le Monde, c'est pas diriger une entreprise comme les autres, c'est rediriger une entreprise d'intérêt général. Qu'est-ce que ça change concrètement dans votre manière aussi de piloter l'entreprise? Je pense que l'enjeu principal, c'est que l'ensemble des intervenants comprennent que le premier enjeu, c'est diriger une entreprise. Vous le disiez tout à l'heure, je ne sais pas, pour le côté vieille dame ou journal de vieux, je ne peux pas rebondir, mais on essaye d'être d'abord quelque chose de très indépendant. Pour être indépendant, un des premiers critères, c'est d'être indépendant financièrement, c'est de ne pas dépendre d'un tiers. Moi, quand je suis arrivé il y a 14 ans avec les actionnaires qu'on a organisé la reprise du Monde, le groupe perdait une dizaine de millions d'euros par an, sans pour autant qu'il y ait eu des plans sociaux majeurs. C'est-à-dire que chaque fois, il y avait des artifices pour retrouver des financements, des obligations, des fonds de soutien. Et on est arrivé pour expliquer, on peut faire un journal, on peut faire un groupe de presse, on peut le développer, mais il doit être rentable. Et ça, le premier enjeu que j'ai eu à mon arrivée, c'est de dire on peut diriger le monde, mais on doit d'abord diriger une entreprise. Donc c'est évident qu'il y a une mission d'intérêt général, en tout cas qu'il y a une vocation à contribuer au vivre ensemble, parfois à l'éducation des jeunes générations, au débat public. Mais tout ça n'a pas de sens si on ne peut pas d'abord construire un modèle économique. Et donc mon métier à moi, c'est ça, c'est de mettre du rationnel économique dans un secteur ou dans une entreprise qui en a souvent manqué.
Et alors, vous parlez d'indépendance, et ce que vous avez fait, c'est faire une transformation aussi de modèle. Dire qu'aujourd'hui, l'actionnariat du Monde, il s'est intégré à un fonds de dotation. Et donc, on a la majorité de l'entreprise qui est détenue par un fonds de dotation. Est-ce que c'est lié aussi à ces enjeux d'indépendance? Pourquoi vous avez fait ce choix? Alors, pour deux choses. D'abord, ça n'a été possible que parce qu'il y a eu des actionnaires avant. C'est-à-dire que se dire que chaque média peut être détenu par un fonds de dotation alors qu'il n'a pas de modèle économique, c'est une vue de l'esprit qui n'ira pas très loin. Aujourd'hui, j'ai deux actionnaires aussi désargentés les uns que les autres. Il y a un fonds de dotation qui n'est pas doté en capital et j'ai l'actionnariat salarié. Donc, à charge pour moi de m'autofinancer. C'est arrivé après 14 ans de transformation et après un investissement des actionnaires de l'ordre de 130 à 150 millions d'euros. Donc il a fallu cet investissement pour faire ça. Pourquoi Xavier Niel a cédé à un fonds de dotation de ses actions? Parce qu'on s'est aperçu au moment où Daniel Kretinsky a essayé de faire une offensive et une OPA sur le journal que tout mouvement d'actionnariat était susceptible de fragiliser la relation de confiance que nous avons avec nos lecteurs. Or, cette relation de confiance, elle est au centre de notre modèle économique. Ce n'est pas seulement de l'angélisme, c'est-à-dire que vous avez une offre média gratuite qui est pléthorique. La difficulté, c'est de convaincre un public de payer pour une information. Pour ça, il faut que vous soyez rigoureux, indépendant et a priori exclusif. Donc tout ce qui est de nature à corroborer une impression générale qui est il y a des actionnaires qui influencent les médias et de nature à casser cette dynamique. Nous, on a 73% de nos revenus qui viennent de notre diffusion payée, qu'elle soit print ou numérique. Donc pour nous, et on s'est aperçu avec Xavier, c'est le constat qu'on a fait, que tout mouvement, même marginal du capital, était susceptible de dérégler ce lien de confiance, et donc il a préféré sécuriser tout dans un fonds de dotation, donc qui est un organe qui n'a pas d'actionnaire et qui ne peut pas vendre les parts qu'il détient dans le groupe sans l'agrément des rédactions. Donc c'est quelque chose d'assez fort, mais c'est c'est l'aboutissement d'un processus. Ça ne peut pas être fait au début. Et effectivement, on a aujourd'hui un modèle qui est relativement exceptionnel en France. On a des interlocuteurs à l'étranger qui font les mêmes. Mes homologues au Guardian ont la même chose, ont un trust. Le groupe Schibsted en Scandinavie a mis ses médias dans un trust également. Donc on commence à avoir ce type d'initiative pour essayer de rassurer un public qui est persuadé qu'un média est forcément à la solde des actionnaires. Et donc chaque fois que vous avez un actionnaire qui, du jour au lendemain, fait sauter un patron de rédaction parce qu'il a laissé publier un article sur une enquête qui le concernait, chaque fois que vous avez un changement de couverture en période de campagne électorale, on abîme un peu plus la relation de confiance qui nous concerne tous. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental. Et c'est vrai que vous avez une part, vous en avez parlé, d'actionnariat salarié aussi. On voit aujourd'hui, il y a pas mal d'initiatives pour de nouveaux modèles pour assurer une pluralité des médias, mais aussi une indépendance, des coopératives qui se créent pour développer de nouveaux médias, des fonds d'investissement impact autour de ça. Est-ce que vous pensez que votre modèle, il peut faire école ? Moi, je rêverais qu'on soit un exemple. Je pense malheureusement qu'on est une exception dans le modèle médiatique français. Mais en revanche, les salariés ont une place ultra importante. C'est-à-dire que quand on a fait la recapitalisation du Monde, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il y avait un autre consortium qui s'opposait à nous, qui était constitué par Claude Perdriel, l'actionnaire de l'Obs, par Orange et par Prisa, le groupe espagnol. Et nous, on a choisi de faire voter l'ensemble des salariés en disant on ne peut pas devenir l'actionnaire d'un groupe de médias contre l'avis des salariés. Ils ont voté pour nous. D'une même manière, quand on nomme un directeur du journal, donc le patron des contenus, il ne peut pas entrer en fonction sans 60% des votes de la rédaction. Si je devais mettre fin à son mandat en cours de mandat, je dois obtenir l'agrément de 60% des votes. On a rajouté une clause d'agrément pour le capital. Donc ça, c'est des choses qui sont très importantes, tout simplement parce qu'il y a un climat de défiance à l'égard
de l'actionnariat ou des journaux qui est tellement fort qu'on est obligé d'ajouter des preuves d'indépendance statutaire tous les ans. Pour ce qui est du management ou de l'association des salariés, on fait un exercice qui au départ était compliqué et qui faisait preuve. On a un conseil de surveillance composé un tiers de salariés. Le lendemain de chaque conseil de surveillance, les deux membres du directoire, c'est-à-dire Jérôme Fenoglio, le directeur du journal, et moi qui suis en charge de la stratégie économique, on fait rigoureusement la même présentation aux 1600 salariés et on prend toutes leurs questions. Donc au départ, c'est forcément une mise en danger du management et puis progressivement, il y a une association très forte des équipes. Mais effectivement, il faut faire ça, d'autant plus, comme vous le savez, que dans les groupes de médias, on est souvent face à des équipes qui ont une culture économique qui est en devenir. Et peut-être qu'il y a un enjeu d'ailleurs d'améliorer cette culture économique pour que la manière dont est géré le média, elle soit reflétée aussi pour la manière dont on parle, dans la manière dont on parle des entreprises, de leur redevabilité, de leur manière de contribuer au bien commun. C'est vrai que les acteurs entrepreneuriaux engagés, souvent ils souffrent de fait d'être positionnés soit comme des acteurs purement économiques, voire financiers, soit de ne pas être assez ONG. Est-ce que vous sentez que peut-être que cette culture économique, elle avance quand même et qu'on peut voir les choses différemment? Alors je pense que la responsabilité est partagée. Du côté des médias, je vais prendre Le Monde, ou même des écoles de journalisme, puisque je préside le conseil d'administration de l'école de journalisme de Lille, on sait qu'on a une insuffisance de la formation économique des journalistes. Donc à Lille, on a mis en place depuis 10 ans une formation macro, une formation micro, un accord avec l'EDEC, justement parce qu'on avait une partie des journalistes qui étaient insuffisamment formés. De même au Monde, moi quand je suis arrivé, donc je faisais la tournée des grands patrons, des grands annonceurs, pour expliquer que contrairement à ce qu'ils pouvaient penser, le lecteur du Monde n'était pas forcément avec une veste en tweed, prof de 6e de maths avec un collier de barbe. C'est-à-dire qu'il y avait d'autres lecteurs que Jean Auroux et qu'on pouvait aller un peu au-delà. Ils m'ont dit, mais d'accord, mais si tes lecteurs sont des cadres sup-sup, comment ça se fait que tu traites aussi peu la microéconomie? C'est-à-dire qu'on était très bon sur le social, très bon sur la macro, micro on n'était pas bon. Donc on a renforcé de manière très importante le nombre de journalistes éco qu'on a piqué aux échos, FIG Éco. Aujourd'hui, et ça ne se sait pas, le service éco du Monde, c'est le deuxième service. On a 35 journalistes juste après l'international. Donc il y a un problème d'expertise. Ça dans tous les médias sur l'économie. En parallèle, on a, si je peux me permettre, dans le mode d'expression de nos interlocuteurs, dans le monde patronal, souvent deux difficultés. Rares sont ceux qui, quand ils s'expriment sur des problèmes d'engagement ou de société, ne passent pas par des agences de communication. Et là, quand vous êtes journaliste et voyez un communicant qui va essayer de vous vendre que tel ou tel industriel, entreprise financière est plus verte que son concurrent, il y a une forme de warning. Donc je pense qu'il faut aussi que les entrepreneurs ou le monde patronal arrivent à considérer que sur des termes de société, il faut arriver à ce qu'ils aient une parole plus vraie et qu'ils ne soient pas prémâchés par des communicants qui font très bien leur boulot, mais qui sont inaudibles pour les journalistes. Première chose. La deuxième chose, moi j'entends très peu d'entrepreneurs ou de patrons s'exprimer sur des sujets de société. Or, on a aujourd'hui, en France notamment, une société particulièrement fragmentée. Les entrepreneurs ont une capacité théoriquement à parler des enjeux de société, des enjeux de transformation, du vivre ensemble. Rares sont ceux qui le font. Et quand je vois, lors des dernières élections, les prises de parole des principaux mouvements patronaux, on était très loin de ça. Quand je vois un des dirigeants d'un mouvement patronal parler sur France Inter il y a 2 jours d'enjamber les élections présidentielles, il ne faut pas s'étonner que le mouvement patronal soit inaudible sur le sujet de société si on n'accepte pas
de considérer qu'il y a des enjeux politiques. Dans ce cas-là, on n'est pas obligé d'être engagé, mais on peut prendre, en tout cas, avoir un discours plus vrai. Et là, je pense que on en est encore loin. Bon, il y a une responsabilité partagée, mais je pense qu'on peut vous envoyer des nouveaux grands patrons, grandes patronnes qui pourraient prendre la lumière. Et c'est vrai que bon, le grand patron traditionnel, si on y réfléchit et qu'on voit à la télé, je pense qu'on réfléchira à peu près tous aux mêmes ou aux deux mêmes rapidement. Parce que finalement, le discours qui est attendu des entreprises, c'est un discours aussi un peu toujours le même. Corporate. Et on se demande s'il y a vraiment envie et capacité de pouvoir accueillir un entrepreneur, un patron qui parlerait d'autre chose. Vous pensez qu'il y a l'envie et qu'il y a l'espace aujourd'hui ? Moi, je pense qu'il y a l'envie. La question, ça peut être la prise de risque d'un patron vis-à-vis de ses actionnaires, d'avoir un discours ou une exposition médiatique qui ne soit pas exactement aligné sur l'objet social de son entreprise. Ça, je peux l'entendre. Mais je pense qu'on est plutôt... on a un monde patronal qui est de plus en plus taiseux, qui a des prises de parole de plus en plus formatées, et on est tous preneurs d'autres choses. Et en même temps, il y a des nouvelles formes aussi médiatiques que vous avez vous-même investies, mais qu'on représente plutôt par des espaces comme Brut, la capacité à aller peut-être sur le terrain, faire du live, à prendre les gens là où ils sont, à faire du témoignage un peu plus ancré. Est-ce que vous pensez... vous, le travail que vous faites pour attirer les nouvelles générations, du coup pour aller sur de nouveaux médias, de nouveaux formats, est-ce que vous pensez que ça aussi, ça réouvre aussi le jeu de trouver de nouveaux acteurs qui prennent la parole et de penser un peu les choses différemment ? Certainement. Surtout, moi, si je veux éviter de revenir ici et qu'on me dise que je dirige une vieille dame, c'est forcément un enjeu majeur. Donc nous, sincèrement, on passe beaucoup de temps à ça. C'est-à-dire que on a des équipes importantes qui travaillent pour produire des contenus pour ces nouvelles générations, que ce soit Snapchat, donc sur les plateformes. On a 1 500 000 jeunes ados qui nous suivent sur Snapchat, on doit avoir 1 million sur YouTube, on doit être à 800 000 sur TikTok. Donc on sait que si on veut plus tard avoir une relation de confiance avec ces personnes, il faut les prendre très tôt et aller sur leur terrain de jeu, qui sont ces plateformes, construire une relation, et après, ils viendront sur des supports plus traditionnels, que ce soit l'appli ou sur le web. Aujourd'hui, dans les abonnements numériques du monde, la moitié de nos nouveaux abonnés ont moins de 34 ans. Donc on sait que ce sont ceux sur lesquels on a investi depuis 10 ans. Et effectivement, donc moi c'est plutôt un message positif. On a plus que doublé la diffusion en 10 ans, donc on sait que la diffusion payée, donc il y a 2 fois plus de gens qui payent pour ça, donc on peut le faire, mais il faut absolument sortir des modes de communication traditionnels. C'est vrai pour les entrepreneurs, c'est vrai aussi pour les médias, c'est-à-dire les médias qui n'ont pas cette agilité, qui n'ont pas cette capacité à investir, ils perdront cette partie-là. Et donc vous pensez que ça, c'est une voie pour faire émerger de nouveaux récits, un peu sortir des images convenues et des discours attendus sur les enjeux économiques, mais en gros les enjeux sociétaux, et sur la place de chacun pour y répondre. Je précise ma question. C'est vrai que par exemple, quand on a eu des graves crises comme les Gilets jaunes, on voyait vraiment une attente et des questions posées aux acteurs politiques hyper traditionnels, aux acteurs entrepreneuriaux aussi. Donc on a demandé en gros toutes les réponses à l'acteur centralisateur. Et c'est vrai qu'on a un discours presque prémâché. Est-ce que par une nouvelle manière de faire, d'ouvrir, et dans votre modèle et dans les nouveaux canaux, ça va permettre de réouvrir et peut-être de construire de nouvelles solutions aussi, des consciences citoyennes différentes? Alors, vous pouvez, ça dépend ça dépend d'abord si vous avez des journalistes qui sont capables de poser ces questions-là. C'est-à-dire que vous répondez avec un discours prémâché, parce que souvent la question est prémâchée. Donc pour ça, il faut qu'il y ait une nouvelle génération de journalistes, et tous ces médias, que ce soit Brut ou nos éditions sur Snapchat ou TikTok, elles se caractérisent par 2 choses. Elles ont une très très forte audience, parce que c'est des contenus viraux, donc ça se diffuse. Elles n'ont aucun modèle économique. Et là, je pense que les pouvoirs publics peuvent avoir un rôle, c'est-à-dire d'apporter des subventions, c'est-à-dire de manière très curieuse. Si moi, je veux acheter une rotative, il y a trop de rotatives en France parce qu'il y a de moins en moins de papier, l'État me finance 60% de cette rotative. Si je veux développer
la présence de mes journalistes en Afrique ou les réseaux sociaux, l'État me dit, Louis, on ne veut pas subventionner Snapchat ou TikTok. Et donc il y a un moment aussi où la politique publique peut intervenir en disant, je pense que pour le débat public soit plus moderne, plus large et concerne les jeunes générations, alors ils peuvent aider les jeunes médias que vous mentionniez, et dans ce cas-là, vous aurez les bons interlocuteurs. Mais les vieux médias, malheureusement très souvent, on a quelques exceptions, on en fait partie, mais il n'y en a pas tellement, qui sont capables d'investir et de trouver de nouvelles formes de récits. Aujourd'hui, il y en a trop peu pour que ça émerge. Bon, bah ça, c'est vraiment un combat qu'on peut aussi mener ensemble pour la suite, parce que c'est un enjeu vraiment clé que les entrepreneurs puissent trouver aussi d'autres attentes et des journalistes qui leur posent d'autres questions, mais qui puissent aussi soutenir ces nouveaux médias et cette nouvelle manière de produire un nouvel imaginaire. Merci beaucoup. Merci à vous. De votre présence. Au revoir.